Bruce Lee, une légende des arts martiaux, une star de cinéma, mais aussi une histoire non résolue, de ses débuts à Hong Kong jusqu'à son ascension en tant qu'icône mondiale. Bruce Lee a laissé une profonde impression dans le cœur de ses fans. Cependant, sa mort soudaine à l'âge de 32 ans a amené tout le monde à se demander s'il y avait un mystère derrière son décès. Regardons la vidéo pour découvrir la vie et la triste fin de Bruce Lee, une légende qui nous a quittés trop tôt. Les premières années à Hong Kong. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Chun-fan, est né le 27 novembre 1940 à San Francisco, aux États-Unis, dans une famille ayant une longue tradition dans les arts du spectacle. Son père, Lee Hoi-chun, était un célèbre chanteur d'opéra cantonais, tandis que sa mère, Grace Ho, était d'origine mixte chinoise et allemande, créant ainsi un héritage culturel unique pour Bruce Lee. Cependant, sa vie n'a pas été sans heurts. Alors qu'il n'avait que 4 mois, la famille de Bruce Lee est retournée à Hong Kong. C'était une période difficile, car Hong Kong était occupé par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui obligeait la famille Lee à faire face à des conditions de vie difficiles. Ces premières années ont eu un impact profond sur le caractère et la détermination de Bruce Lee, contribuant à former un esprit de résilience et de refus de céder face aux difficultés. Bien que sa famille ait été confrontée à de nombreuses difficultés, Bruce Lee a rapidement intégré l'industrie du divertissement, grâce aux relations de son père. Il a fait ses premiers pas à l'écran lorsqu'il était bébé, dans le film Golden Gate Girl 1941. Le tournant dans la carrière de Bruce Lee a lieu dès son plus jeune âge. Grâce à son talent naturel devant la caméra et à ses relations familiales, Bruce apparaît rapidement dans des films de Hong Kong. À l'âge de 18 ans, il avait déjà participé à 20 films. À cette époque, la plupart de ses rôles étaient ceux d'enfants des rues ou de délinquants, exprimant ainsi le mécontentement et les privations de la société hongkongaise de l'après-guerre. Ces rôles lui ont apporté une certaine notoriété dans l'industrie cinématographique, mais ont également reflété en partie les difficultés et les défis auxquels Bruce Lee a dû faire face dans la vie réelle. La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale à Hong Kong a été marquée par des différends territoriaux et des conflits entre bandes de jeunes. Ces affrontements n'étaient pas de simples bagarres de rue, mais reflétaient également une partie de la culture des combats de rue, où les gangs de jeunes utilisaient les arts martiaux pour affirmer leur pouvoir. Bruce Lee, à cette époque, a participé à ces combats et est devenu un membre important d'un groupe appelé les Junction Street 8 Tigers, 8 tigres de la rue Junction. Ces combats n'étaient pas de simples rixes, mais faisaient également partie des guerres de gangs. La police locale a commencé à accroître sa répression, obligeant les combats à devenir plus clandestins, allant jusqu'à des batailles d'arts martiaux sur les toits, où les groupes d'arts martiaux s'affrontaient et démontraient leurs compétences. C'est dans cet environnement stressant que Bruce a progressivement mûri et trouvé sa voie dans les arts martiaux, où il a pu utiliser ses compétences et ses talents de combattant pour surmonter les difficultés. En 1953, alors que Bruce n'a que 13 ans, ses parents commencent à s'inquiéter des bagarres de rue auxquelles il participe. Pour aider leur fils à se remettre sur la bonne voie, ils initient Bruce au Wing Chun, l'un des arts martiaux les plus célèbres de Chine. Sa relation avec son ami William Cheung a conduit Bruce à rencontrer Maître Ip Man, une légende des arts martiaux qui allait devenir son premier professeur de Wing Chun. Cependant, le parcours de Bruce à l'école Wing Chun n'a pas toujours été sans heurts, en raison de son héritage mixte, avec du sang chinois et allemand. Certains des élèves les plus traditionnels de l'école ne voulaient pas s'entraîner avec lui et ont même protesté contre la présence de Bruce dans l'école. Mace Ip Man, avec sa perspicacité et sa vision, a reconnu le grand potentiel de Bruce. Il l'autorisa à poursuivre ses études et à s'entraîner en privé avec des élèves chevronnés tels que Wong Chun-lung et William Cheung. Le dévouement de Bruce Lee au Wing Chun était indéniable. Il ne s'entraînait pas seulement pendant les cours formels, mais aussi à n'importe quel moment, n'importe où, même au cours de conversations informelles. Les progrès rapides de Bruce Lee ont provoqué le stress et l'inquiétude de nombreux autres étudiants, en particulier des artistes martiaux vétérans, face à sa supériorité. Ce sont ces défis qui ont fait de Bruce Lee un grand artiste martial. Et il a également commencé à former sa propre philosophie des arts martiaux, ainsi que sa vision des applications de combat dans le monde réel.
C'est au cours de cette période que Bruce Lee a commencé à développer sa philosophie des arts martiaux, combinant théorie et pratique, qui deviendra plus tard la base de son style unique d'arts martiaux. Ses combats de rue, combinés à son entraînement formel avec Ip Man, ont aidé Bruce Lee à se faire un nom, non seulement dans le monde des arts martiaux, mais aussi dans l'industrie du divertissement, car il a commencé à développer son propre style d'arts martiaux innovant pour ses derniers films. Voyage en Amérique. En 1959, à l'âge de 18 ans, Bruce Lee entreprend un voyage décisif, avec de grands rêves et seulement $5 en poche. Sa décision de partir à l'étranger est motivée non seulement par son rêve de trouver un nouvel avenir, mais aussi par l'inquiétude de ses parents qui craignaient qu'il ne soit impliqué dans des bagarres de rue à Hong Kong, en partie parce qu'il s'était déclaré citoyen américain, et en partie parce qu'ils voulaient qu'il prenne un nouveau départ, loin des problèmes qu'il rencontrait dans son pays. Lorsqu'il est arrivé à San Francisco, Bruce a été confronté à un énorme défi culturel. Les rues bondées et animées de Hong Kong avaient complètement disparu, remplacées par un San Francisco calme et différent. Lee a vécu avec sa sœur Agnes pendant une courte période avant de décider de s'installer à Seattle. Là, il a travaillé dans un restaurant sino-américain populaire, le Ruby Chow's Restaurant. En 1959, Seattle était très différente de Hong Kong, avec seulement 2,5% de la population d'origine asiatique. Cette situation a posé de nombreuses difficultés à Lee, en particulier le problème de la langue. Bien qu'il ait étudié l'anglais à Hong Kong, il se heurte encore à de nombreux obstacles dans la communication, notamment en ce qui concerne les expressions familières et les accents américains. Après avoir travaillé pendant un certain temps, Lee décide de poursuivre ses études. En mars 1961, il s'inscrit à l'Université de Washington, où il se spécialise dans les arts du théâtre, la philosophie et la psychologie. Bien que son dossier universitaire indique que sa matière principale était les arts du théâtre, les études philosophiques de Lee ont eu une profonde influence sur le développement de ses arts martiaux. Il ne s'est pas seulement concentré sur la philosophie occidentale, comme Socrate, Platon et Descartes, mais a également étudié la philosophie orientale, en particulier les principes du taoïsme et du confucianisme, qui constitueront le fondement de la pensée et de la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee par la suite. Pendant son séjour à l'Université de Washington, Bruce Lee commence à enseigner les arts martiaux aux étudiants. C'est dans cette classe qu'il a rencontré Linda Emery, une jeune étudiante qui étudiait les arts martiaux dans sa salle de sport. Bien que les années 1960 aient été marquées par de nombreuses normes sociales racistes, la relation entre Bruce Lee et Linda a surmonté toutes ces barrières. Ils ont rapidement développé des sentiments l'un pour l'autre, et Linda s'est souvenue. « Je suis tombée amoureuse de mon instructeur. Leur relation s'est épanouie, et ils se sont mariés en août 1964, alors que Linda avait terminé sa formation en arts martiaux. Pendant ses premières années à Seattle, en plus de ses études universitaires, Bruce Lee a commencé à construire sa carrière dans les arts martiaux. Il ouvre sa première académie de Kung Fu Lee Jun-fan à Seattle, où il ne se contente pas d'enseigner les arts martiaux, mais transmet également les philosophies des arts martiaux qu'il a accumulées au cours de ses années d'études et de recherche. Les méthodes d'enseignement de Bruce Lee étaient très différentes de celles des écoles d'arts martiaux traditionnelles, ce qui a attiré l'attention de la communauté des arts martiaux et de ceux qui aimaient son art. Le succès de Bruce Lee s'est consolidé en 1964 lorsqu'il a participé au championnat international de karaté de Long Beach. Bruce Lee y réalise une performance mémorable, battant plusieurs artistes martiaux célèbres et attirant l'attention de la communauté américaine des arts martiaux. Cet événement n'a pas seulement marqué un tournant dans sa carrière d'arts martiaux, mais aussi les philosophies créatives des arts martiaux qu'il a apportées, brisant de nombreux principes traditionnels des arts martiaux. Le voyage de Hong Kong à l'Amérique n'était pas un simple voyage pour un jeune homme, mais un processus d'apprentissage, de développement et de dévouement à l'art martial qu'il aimait. Bruce Lee a non seulement changé la façon dont le monde voyait les arts martiaux, mais il est aussi devenu un symbole de résilience, de passion et de créativité en combinant la philosophie et les arts martiaux. L'essor d'Hollywood. Bruce Lee a choqué l'industrie américaine du spectacle avec une impressionnante performance d'art martiaux lors du championnat international de karaté de Long Beach en 1964. Cet événement était plus qu'une simple compétition d'arts martiaux.
c'était aussi l'occasion pour Lee de montrer son talent et son style unique en matière d'arts martiaux. Sa performance a attiré l'attention de Jay Sebring, un célèbre coiffeur d'Hollywood. C'est Sebring qui a présenté Lee à William Dozier, un producteur de télévision influent, ce qui lui a ouvert les portes de l'industrie américaine du divertissement. En 1966, Lee décroche son premier rôle à Hollywood en interprétant Kato dans la populaire série télévisée The Green Hornet, diffusée sur ABC. Au départ, il hésite à accepter le rôle. Lee a demandé au producteur de l'empêcher de jouer des rôles présentant les Asiatiques de manière stéréotypée, en particulier des images irréalistes telles que Asso ou Chop Chops dans ses répliques. Il voulait montrer ses véritables compétences en arts martiaux et éviter les images racistes. Cependant, The Green Hornet n'a duré qu'une saison, avec 26 épisodes diffusés de septembre 1966 à mars 1967. Bien que la série ait été annulée après une saison, le rôle de Kato a eu un grand impact. Lorsque la série a été diffusée à Hong Kong, elle a été commercialisée sous le nom de The Kato Show, reflétant le fort attrait du personnage de Kato joué par Lee. Bien que le film n'ait pas connu un succès durable aux États-Unis, son rôle a marqué une étape importante dans l'histoire de la télévision américaine, car c'était la première fois que les arts martiaux asiatiques étaient introduits dans une programmation grand public et atteignaient une large audience. Malgré ses débuts remarquables, Lee est toujours confronté au racisme dans l'industrie américaine du divertissement. Après l'annulation de The Green Hornet, il a eu du mal à trouver des rôles importants. L'un des échecs les plus cuisants de Lee a été de perdre le rôle principal de la série télévisée Kung Fu au profit de David Carradine, un acteur blanc, alors que le personnage avait été conçu pour être asiatique. Lee n'a pas caché sa déception face à cette décision. Dans une interview franche à la télévision canadienne, il a déclaré, malheureusement, « Il existe un monde où l'on pense que, du point de vue commercial, c'est un risque. » Lee était bien conscient que la préférence des producteurs pour les acteurs blancs au détriment des acteurs asiatiques contribuait à créer des obstacles pour les Asiatiques qui voulaient réussir dans l'industrie cinématographique. En attendant des opportunités plus importantes, Lee commence à enseigner les arts martiaux à des stars hollywoodiennes, dont Steve McQueen, l'une des plus célèbres stars d'action de l'époque. C'était pour lui un moyen non seulement de gagner sa vie, mais aussi de développer et de promouvoir les arts martiaux. Les premiers emplois de Lee à Hollywood comprennent la chorégraphie des scènes d'arts martiaux pour The Wrecking Crew, 1968, et des rôles d'invités dans des séries télévisées telles que Ironside, 1967, Here Come the Brides, 1969, et Blondie, 1969. Cependant, malgré les petits rôles et les seconds rôles, Bruce Lee est frustré par le fait que ses opportunités d'acteur se limitent, le plus souvent à des rôles qui ne correspondent pas à ses véritables capacités. Se sentant limité par les opportunités restreintes et les rôles stéréotypés à Hollywood, Bruce Lee décide de retourner à Hong Kong en 1971. Une décision audacieuse qui marque également un tournant important dans sa carrière. À son retour à Hong Kong, il signe un contrat avec Golden Harvest Films, commence à participer à des films d'arts martiaux de grande qualité et crée un grand engouement. Des films tels que The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, font de Bruce Lee une star mondiale et marquent un tournant non seulement dans sa carrière, mais aussi dans le cinéma international d'arts martiaux. Les difficultés rencontrées par Lee au cours de ses premières années à Hollywood sont le reflet d'un problème plus large de l'industrie cinématographique américaine, le manque de représentation des Asiatiques. Malgré les nombreux obstacles auxquels il a été confronté, qu'il s'agisse de racisme ou d'opportunités de casting injustes, Lee a fermement refusé d'accepter des rôles discriminatoires. Cela lui a coûté de nombreuses opportunités dans l'industrie du divertissement, mais elle a également aidé à construire un héritage durable. Grâce à sa persévérance, Lee a remis en question les stéréotypes traditionnels concernant les personnages asiatiques à l'écran, ouvrant ainsi la voie aux futurs acteurs asiatiques qui pourront réaliser leurs rêves hollywoodiens sans avoir à se conformer aux stéréotypes. Retour à Hong Kong. Après des années de frustration à Hollywood, Bruce Lee décide de retourner à Hong Kong en 1971. Cette décision a non seulement changé sa vie,
mais l'a également amené au sommet de la gloire internationale. Bien qu'il ait connu un succès considérable aux États-Unis grâce à son rôle de Kato dans Le Frelon vert, Bruce Lee a été surpris, à son retour à Hong Kong, de constater que le personnage de Kato l'avait aidé à devenir une grande star en Asie. Bien qu'elle n'ait duré qu'une saison, The Green Hornet est devenue un phénomène à Hong Kong, où la série était officieusement connue sous le nom de The Kato Show. Cette popularité ne s'est pas limitée à Hong Kong, mais s'est étendue à toute l'Asie, où Bruce Lee a commencé à réaliser son potentiel et son pouvoir sur grand écran. Après avoir constaté le manque d'opportunités à Hollywood, Bruce Lee a décidé de chercher un environnement plus favorable pour développer sa carrière. Après des négociations approfondies avec le studio Shaw Brothers et Golden Harvest, il décide de signer un contrat avec Golden Harvest, une société de production cinématographique fondée par Raymond Chow. Il s'agit d'une décision importante, car Golden Harvest a non seulement offert à Bruce Lee une liberté de création, mais a également créé un environnement plus favorable que Shaw Brothers, la plus grande société de production cinématographique de Hong Kong à l'époque. Alors que la Shaw Brothers produisait des films traditionnels, Golden Harvest était disposé à donner à Bruce Lee un contrôle artistique, un facteur important qui l'a aidé à développer sa carrière de manière globale. Le premier contrat entre Bruce Lee et Golden Harvest comprenait 2 films, mais personne n'aurait pu prédire que ces films connaîtraient un succès dépassant toutes les espérances. Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma, il commençait également à construire les fondations solides d'un empire du film d'arts martiaux, conquérant non seulement le marché de Hong Kong, mais aussi le monde entier. Le premier film de Bruce Lee après avoir signé avec Golden Harvest, The Big Boss, 1971, a pris d'assaut le box-office de Hong Kong, rapportant plus de 3 millions de dollars HK, battant tous les records précédents et catapultant Lee au rang de star internationale. Le succès a suivi avec Fist of Fury, 1972, dans lequel Lee a joué, qui a surpassé la performance de The Big Boss au box-office avec une recette de plus de 4 millions de dollars de Hong Kong. La Voix du Dragon, 1972, dont Lee est le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal, marque une étape sans précédent dans l'histoire du cinéma hongkongais, avec plus de 5 millions de dollars HK, consolidant ainsi son statut de légende mondiale des arts martiaux. Ces 3 films n'ont pas seulement connu un succès commercial, mais ont également démontré la créativité et le talent exceptionnel de Lee. The Big Boss a fait de Bruce Lee une star asiatique. Fist of Fury a battu ses précédents records au box-office. Et Way of the Dragon n'est pas seulement un film mais un tournant majeur dans la carrière de Lee, qui s'est imposé non seulement comme acteur, mais aussi comme un véritable créateur dans l'industrie cinématographique. Le succès ne cessant de croître, Bruce Lee souhaitait non seulement poursuivre sur sa lancée, mais aussi prendre le contrôle total du processus de production. C'est ainsi qu'en 1972, Bruce Lee décida de créer sa propre société de production, Concord Production Inc., en partenariat avec Raymond Chow. Il s'agit d'un tournant majeur dans sa carrière, car la société permet à Bruce Lee d'exercer un contrôle créatif total, de l'écriture à la mise en scène, en passant par les rôles principaux de ses films. Pendant ce temps, Raymond Chow s'occupait des tâches administratives et de la distribution des films. Concord Productions détient les droits de La Voix du Dragon et 50% des droits d'Enter the Dragon, 1973, qui est considéré comme le chef-d'œuvre de Lee et comme une décision stratégique lui permettant d'entrer sur le marché international. La création de sa propre société de production a non seulement permis à Lee de conserver son autonomie dans son travail, mais l'a également aidé à bâtir son propre empire dans l'industrie cinématographique, passant du statut d'acolyte qui devait supporter d'être mis en boîte à celui de producteur puissant et indépendant de l'industrie. Cette période de la carrière de Lee marque un changement radical. Avant de retourner à Hong Kong, Lee avait rencontré de nombreuses difficultés à Hollywood, où il s'était heurté au racisme et avait été associé à des rôles stéréotypés pour les acteurs asiatiques. Cependant, à son retour à Hong Kong, Lee a non seulement trouvé le succès, mais il a également inauguré une nouvelle ère pour le cinéma d'arts martiaux, consolidant son statut de légende des arts martiaux et d'icône mondiale. D'un homme confronté à la discrimination à Hollywood, Lee est devenu une influence majeure, créant des films révolutionnaires et façonnant l'industrie cinématographique des arts martiaux.
Innovation en matière d'arts martiaux. La naissance du Jeet Kune Do, JKD, en 1967 n'a pas seulement marqué une étape importante dans la carrière de Bruce Lee dans les arts martiaux, mais aussi une étape révolutionnaire dans l'histoire des arts martiaux mondiaux. Depuis ses débuts en tant qu'artiste martial, Bruce Lee est insatisfait des méthodes de combat rigides et des limites des styles d'arts martiaux traditionnels. Il pensait que les styles d'arts martiaux fondés sur des formes et des règles pouvaient entraver la capacité de combat pratique et n'optimisaient pas l'efficacité réelle du combat. Pour faire face à ces limitations, il a décidé de créer une nouvelle méthode d'arts martiaux, un système d'arts martiaux qui n'était pas contraint par des règles rigides mais qui se concentrait plutôt sur l'application des techniques les plus efficaces de tous les styles d'arts martiaux. Le Jeet Kune Do, qui signifie la voie du point bloquant, n'était pas seulement un art martial mais une philosophie de vie, une approche libre, flexible et pratique du combat. Lee privilégiait la simplicité et le caractère direct des techniques, encourageant les élèves à respecter la nature pratique du combat plutôt que la forme extérieure. Il mettait l'accent sur la liberté dans l'entraînement, encourageant les élèves à éliminer le superflu et à se concentrer uniquement sur ce qui était vraiment utile. Cette approche a non seulement rendu les arts martiaux plus accessibles, mais a également permis la créativité et l'expression personnelle, un élément important de la philosophie de Lee en matière d'arts martiaux. L'une des caractéristiques les plus frappantes du Jeet Kune Do est son adaptabilité à toutes les situations de combat. Lee ne s'est pas limité à un art martial particulier, mais a incorporé des techniques provenant de nombreuses écoles différentes, de la boxe à l'escrime, en passant par les arts martiaux traditionnels chinois, tels que le Wing Chun. Il a même appris de ses adversaires les plus féroces et a constamment créé des techniques de combat adaptées à toutes les situations. Du combat à main nue à l'utilisation d'armes. Cela a fait du Jeet Kune Do un art martial polyvalent qui pouvait être appliqué dans de nombreuses situations différentes, en particulier dans le combat de rue. La méthode de Bruce Lee a attiré l'attention non seulement des pratiquants d'arts martiaux, mais aussi des célébrités, des stars hollywoodiennes comme James Coburn et Steve McQueen, ainsi que des athlètes célèbres comme Karim Abdul-Jabbar. James Coburn, l'un des principaux élèves de Bruce Lee, a déclaré que ce dernier n'était pas seulement un pratiquant d'arts martiaux talentueux, mais aussi quelqu'un qui avait une compréhension profonde de la philosophie du kung-fu. Steve McQueen, qui s'est entraîné avec Bruce Lee dans les années qui ont suivi la fin de The Green Hornet, a non seulement appris les arts martiaux, mais a également partagé ses expériences d'acteur avec Lee, créant ainsi une relation professeur-élève particulière. Cependant, l'un des élèves les plus importants de Lee est Dan Inosanto, qui a beaucoup appris de Lee et est devenu plus tard l'un des gardiens et promoteurs des valeurs du Jeet Kune Do. Bruce Lee n'était pas seulement un professeur de techniques de combat, mais aussi une source d'inspiration pour changer la façon dont les arts martiaux étaient perçus. Sa philosophie d'entraînement encourageait les étudiants à se développer, en absorbant ce qui était utile et en rejetant ce qui était inutile, ce qui faisait des étudiants non seulement de bons pratiquants d'arts martiaux, mais aussi des personnes capables de penser de manière critique et libre. Ses élèves, dont des stars comme Steve McQueen et des athlètes comme Karim Abdul-Jabbar, ont attribué aux enseignements de Lee non seulement leur succès dans les arts martiaux, mais aussi leur vie et leur carrière. Pour Abdul-Jabbar en particulier, les conseils de Lee l'ont aidé à éviter de nombreuses blessures tout au long de sa carrière de basketteur. L'influence du Jeet Kune Do et de la philosophie de Bruce Lee s'est étendue bien au-delà de ses élèves directs, révolutionnant les arts martiaux modernes. Ces principes ont eu une forte influence sur le développement des arts martiaux mixtes, MMA, une forme de compétition qui combine de nombreux éléments d'arts martiaux différents, que l'on peut voir aujourd'hui dans les tournois de MMA. Bruce Lee a aidé le monde à comprendre que les arts martiaux ne consistent pas seulement à suivre les règles d'un style particulier, mais à trouver ce qui fonctionne vraiment au combat, en se basant sur les principes fondamentaux de la liberté créative et de l'adaptation flexible. Le Jeet Kune Do n'est donc pas seulement un art martial, mais un mouvement qui a changé toute la culture mondiale des arts martiaux. Derrière ces performances puissantes et ces innovations révolutionnaires en matière d'arts martiaux, Bruce Lee n'a pas seulement combattu des adversaires sur le ring. Il a également fait face à d'innombrables luttes personnelles
en particulier des problèmes de santé et les pressions de l'industrie du divertissement. Lutte personnelle. Malgré son apparence extérieure de puissant symbole de santé et de confiance, à l'intérieur, il était un homme qui luttait contre des défis constants, ce qui a conduit à sa mort tragique à l'âge de 32 ans. Ces luttes personnelles, aussi difficiles soient-elles, n'ont servi qu'à souligner son importance dans l'histoire des arts martiaux ainsi que dans l'esprit de ses fans. En 1969, Bruce Lee subit une grave blessure au dos qui menace de mettre fin à sa carrière dans les arts martiaux. Les médecins lui diagnostiquent une lésion du nerf sacré et lui annoncent qu'il ne pourra probablement plus jamais pratiquer les arts martiaux. Au lieu d'accepter le verdict, Bruce Lee a mis en place un programme de rééducation spéciale, a étudié en profondeur les méthodes de traitement et a persévéré dans sa guérison. C'est pendant cette période de repos et de récupération qu'il a trouvé l'occasion d'écrire et de perfectionner sa philosophie des arts martiaux, en particulier les principes fondamentaux du Jeet Kune Do, qui ont changé la façon dont les gens considéraient les arts martiaux. Lee n'a jamais laissé les difficultés physiques l'empêcher de poursuivre ses ambitions. Au contraire, elles sont devenues la force motrice qui l'a poussé à explorer de nouvelles limites dans ses capacités physiques et mentales. Mais les problèmes de santé de Lee ne s'arrêtent pas là. Pendant le tournage de Enter the Dragon en 1973, il souffre d'une maladie plus grave, l'œdème cérébral. En mai de cette année-là, Lee s'effondre et on lui diagnostique un œdème cérébral, un dangereux gonflement du cerveau qui peut entraîner de nombreuses complications imprévisibles. Ces symptômes comprennent de graves maux de tête, des crises d'épilepsie et une fatigue mentale et physique, ce qui a entraîné l'interruption du tournage à plusieurs reprises. Malgré cela, Bruce Lee, avec sa nature résistante, a réussi à terminer le film et a continué à lutter contre son état de santé jusqu'à la fin de sa vie. Outre ses problèmes de santé, la pression de l'industrie cinématographique a également été un facteur important qui a affecté la psychologie de Bruce Lee. Tout au long de sa carrière, il a été confronté au racisme et à l'opposition de nombreux secteurs de l'industrie. Non seulement Bruce Lee était un Asiatique dans une industrie hollywoodienne majoritairement blanche, mais il a également dû lutter contre la discrimination et les préjugés à l'encontre de ses talents d'acteur. Sa femme, Linda Lee, a déclaré que Bruce Lee avait souvent des sautes d'humeur. Parfois, il se sentait extrêmement excité et plein d'énergie, mais quelques minutes plus tard, il tombait dans un état de dépression sévère. La fatigue mentale et la pression professionnelle peuvent expliquer en partie pourquoi il est devenu plus stressé, en particulier au sommet de sa carrière, lorsqu'il était acteur, réalisateur et instructeur d'arts martiaux. En outre, Bruce Lee n'a pas seulement été confronté au stress au travail, mais il a également dû faire face à des problèmes financiers à ses débuts à Hollywood. Pendant cette période, il a été confronté à des difficultés financières et a dû compter sur le soutien de sa femme, Linda. Cette situation a mis à mal l'estime de soi d'un self-made man comme Bruce Lee, car il ne pouvait pas tout faire pour sa famille et sa carrière. Malgré les difficultés, Bruce Lee a toujours essayé de maintenir un équilibre entre le travail et la famille. Il était parfaitement conscient du rôle important que sa famille jouait dans le soutien de sa santé mentale, en particulier dans les moments difficiles. Cependant, cet équilibre n'était pas toujours facile à maintenir, car les exigences de son travail le soumettaient à un stress extrême. Finalement, la combinaison des problèmes de santé, de la pression du travail et des tensions de la vie familiale atteint un point de rupture. En mai 1973, alors que Bruce est encore en train de tourner Enter the Dragon, il s'effondre soudainement et on lui diagnostique un œdème cérébral. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait d'un déséquilibre électrolytique, un grave problème de santé lié à la régulation de l'eau dans le corps. Bruce meurt subitement le 20 juillet 1973, laissant un héritage irremplaçable dans le cœur des amateurs d'arts martiaux et dans le monde du cinéma. Les derniers jours. L'été 1973 a marqué un tournant dans la carrière de Bruce Lee, qui s'apprêtait à sortir Enter the Dragon, le premier film d'arts martiaux chinois produit par un grand studio hollywoodien. Il s'agit d'une étape importante non seulement pour Bruce Lee, mais aussi pour l'industrie cinématographique, car il entre à Hollywood en tant que star des arts martiaux avec une forte identité culturelle chinoise, avec un budget modeste d'environ 500 $, partagé entre Warner Brothers et Golden Harvest. Le film a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa production.
Dès le début de la production d'Enter the Dragon, Bruce Lee a dû faire face à de nombreux obstacles. Les différences culturelles entre les équipes de tournage américaines et hongkongaises, ainsi que les problèmes techniques et d'équipement, ont constitué l'une des plus grandes difficultés. Lee, connu pour son perfectionnisme, a exigé des changements dans le scénario afin que le film représente fidèlement la culture chinoise et les valeurs des arts martiaux. Il s'est impliqué directement dans chaque petit détail du film, du scénario au jeu des acteurs, ce qui a parfois donné lieu à des disputes avec les producteurs. Cependant, Lee n'a jamais renoncé à ses idéaux, même lorsqu'il a été confronté à de graves blessures pendant le tournage. Lors d'une scène, il a été mordu par un cobra et a dû être opéré d'urgence. Une autre fois, lors du tournage d'une séquence d'action, la main droite de Lee a été si gravement blessée qu'il a eu besoin de 12 points de suture. Malgré cela, Lee a refusé de s'arrêter et a continué à travailler sans relâche pour terminer le film, ce qui n'a fait que confirmer sa détermination et sa persévérance. Cependant, alors que la carrière de Lee est en plein essor, sa santé commence à se détériorer sérieusement. Le 10 mai 1973, lors de l'enregistrement du film Enter the Dragon, Lee s'effondre dans la cabine de doublage. On lui diagnostique un œdème cérébral, un dangereux gonflement du cerveau qui aurait pu entraîner la mort. Les médecins de l'époque ont affirmé que Lee avait le corps d'un jeune homme de 18 ans et qu'il était en bonne santé. Cependant, cet incident a été un signe avant-coureur des graves problèmes de santé auxquels il était confronté. Au cours de cette période, Lee a souffert de maux de tête violents, de crises d'épilepsie, d'épuisement physique et de fatigue mentale. Bien qu'il ait été déclaré en bonne santé par les professionnels de la santé, le stress du travail, les conflits pendant la production et les problèmes de santé persistants ont aggravé l'état de Lee. En outre, le stress mental et physique l'a amené à souffrir d'épisodes émotionnels extrêmes, allant d'une grande excitation à une profonde dépression. Malgré ses efforts pour maintenir une image publique forte, Lee luttait contre une lutte intérieure invisible. Le 20 juillet 1973, Lee rencontre l'acteur George Lazenby pour discuter de son rôle dans Game of Death, son prochain projet. Après la réunion, Lee s'est rendu à l'appartement de l'actrice Betty Ting-pei pour poursuivre la conversation. Vers 19h30, Lee se rend à l'appartement de l'actrice Betty Ting-pei pour poursuivre la conversation. Lee a commencé à se plaindre de violents maux de tête. Après avoir pris l'analgésique Aquagesic, Lee s'est allongé pour se reposer. Cependant, il n'a jamais repris conscience. La cause officielle du décès est un œdème cérébral, mais diverses théories ont été avancées pour expliquer sa mort. Certains pensent que la mort de Lee est due à une réaction médicamenteuse à l'Aquagesic, bien qu'il ait utilisé ce médicament auparavant sans aucun problème. Une autre théorie suggère qu'un coup de chaleur a pu jouer un rôle, d'autant plus que Lee s'est fait enlever les glandes sudoripares des bras en 1972, ce qui a pu altérer sa capacité à réguler sa température corporelle. En outre, une étude réalisée en 2022 a émis l'hypothèse qu'une consommation excessive d'eau a entraîné une hyponatrémie, qui a perturbé le fonctionnement des reins et provoqué un œdème cérébral. La disparition soudaine de Lee a été un choc non seulement pour sa famille, mais aussi pour ses fans du monde entier. Au moment de sa mort, Enter the Dragon était sur le point d'être projeté en première au Grauman's Chinese Theatre de Los Angeles, une occasion qui aurait dû être une grande célébration de sa carrière et de son succès. Au lieu de cela, c'est devenu un moment de tristesse et de regret, sa femme Linda Lee étant confrontée à une perte irréparable. Linda a déclaré qu'il n'y avait pas de victoire dans cette situation. Nous l'avons enterré. Au moment de sa mort, Lee avait tourné environ 5 minutes de Game of Death, mais le film n'était pas encore terminé. Après sa mort, le film a dû être achevé en utilisant des doublures cascades. Seules 11 minutes du métrage original de Lee ont été utilisées dans la version finale de Game of Death en 1978, laissant les fans regretter de ne pas voir une conclusion complète à l'un des projets les plus importants de sa carrière. La mort de Bruce Lee a laissé un grand vide dans le cœur de ses fans et de l'industrie cinématographique, mais son héritage en matière d'arts martiaux et de philosophie de vie restera à jamais gravé dans les mémoires. La combinaison d'un talent exceptionnel, d'une philosophie profonde des arts martiaux et d'une volonté extraordinaire a fait de Bruce Lee une icône immortelle dans le cœur de ceux qui l'ont aimé.
héritage et impact. Près d'un demi-siècle après sa mort, Bruce Lee reste une icône incontournable de la culture mondiale. Bien qu'il soit décédé à l'âge de 32 ans, son influence sur les arts martiaux, le cinéma et le changement social continuent de résonner. Le magazine Time a désigné Bruce Lee comme l'une des 100 personnes les plus influentes du XXe siècle, lui rendant hommage non seulement pour son travail d'artiste martial et d'acteur, mais aussi pour sa philosophie et la manière dont il a fait tomber les barrières sociales, promouvant l'inclusion et l'acceptation des Asiatiques dans le monde entier. Bruce Lee a révolutionné la façon dont les arts martiaux étaient perçus lorsqu'il a développé le Jeet Kune Do, JKD, un système qui mettait l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité, plutôt que sur l'adhésion aux principes fixes des arts martiaux traditionnels. Sa philosophie des arts martiaux ne se limite pas à l'apprentissage de techniques de combat, mais vise également à développer l'individu, à briser toutes les limites et à surmonter les obstacles. Sa célèbre citation « Le meilleur combattant n'est pas celui qui peut gagner tous les arts martiaux, mais celui qui peut s'adapter à n'importe quel style » est le principe de base des arts martiaux mixtes, MMA, aujourd'hui. L'influence de Bruce Lee sur les artistes martiaux modernes, tels qu'Anderson Silva, Georges St-Pierre, John Jones et Conor McGregor est indéniable. Ces personnes ont été profondément influencées par la philosophie des arts martiaux de Lee, notamment en ce qui concerne la combinaison de différents arts martiaux afin d'obtenir une efficacité maximale dans l'arène. Le Jeet Kune Do n'est pas seulement un art martial, mais une philosophie de vie qui encourage les combattants à apprendre et à s'adapter à toutes les situations. Avant l'arrivée de Bruce Lee à Hollywood, les Asiatiques dans les films américains étaient largement cantonnés à des rôles stéréotypés, le méchant ou la minorité modèle sans voix. Bruce Lee s'est fermement opposé à ces stéréotypes et a complètement changé le visage des personnages asiatiques à l'écran. Il a rejeté tous les anciens éléments des arts martiaux, précisant avant d'accepter le rôle qu'il n'y aurait pas de asso ou de chop-chops dans les dialogues. Grâce à ses puissantes capacités d'acteur, combinant la maîtrise des arts martiaux et le charisme, Bruce Lee est devenu la première star hollywoodienne américaine d'origine asiatique véritablement charismatique et bankable, ce qui était jusqu'alors impossible. Son impact n'a pas seulement consisté à créer des rôles forts pour les acteurs asiatiques, mais aussi à remettre en question les vieilles notions de masculinité asiatique. Les personnages que Bruce Lee a représentés à l'écran étaient toujours sûrs d'eux, forts et dignes de confiance. Cela a ouvert la voie à des générations d'artistes asiatiques qui ont pu s'exprimer avec assurance, briser les frontières et s'imposer dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. L'héritage de Bruce Lee continue de vivre non seulement dans le cœur des amateurs d'arts martiaux et de cinéma, mais aussi dans de nombreux autres domaines de la culture. Sa fille, Shannon Lee, a continué à perpétuer l'héritage de son père par le biais d'interviews, de livres et du Bruce Lee Podcast, où elle partage les histoires et les philosophies de vie de son père. Les enseignements de Bruce Lee sur l'amélioration de soi, l'adaptabilité et les défis à relever dans la vie continuent d'inspirer les nouvelles générations. Les principes qu'il a développés au cours de sa courte vie ne sont pas seulement applicables aux arts martiaux, mais ont également un effet puissant dans d'autres domaines tels que les affaires, le sport et même la politique. Sa célèbre citation « Bitter » n'est pas seulement une stratégie de combat, mais aussi un rappel à rester toujours flexible, à apprendre constamment et à s'améliorer dans la vie. Cette philosophie a également eu un fort impact sur les chefs d'entreprise qui ont appliqué ce principe à leur stratégie de développement et de gestion, afin de surmonter les difficultés et d'atteindre le succès à long terme. L'une des plus grandes réussites de Bruce Lee est d'avoir jeté un pont entre les cultures orientales et occidentales, en apportant au monde occidental les valeurs des arts martiaux, de la philosophie et du mode de vie chinois. Il a été le premier à aider le public occidental à accéder aux valeurs culturelles chinoises traditionnelles et à les apprécier, qu'il s'agisse de la musique, de la cuisine, de la langue ou du mode de vie. Bruce Lee a non seulement contribué à promouvoir la compréhension de la culture chinoise, mais il a également démontré que les échanges culturels peuvent enrichir les deux cultures, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux artistes et aux pratiquants d'arts martiaux asiatiques dans un monde globalisé. Aujourd'hui, l'influence de Bruce Lee continue de se faire sentir.
Sa philosophie de la vie et des arts martiaux est toujours utilisée et célébrée dans les écoles d'arts martiaux, les films et les émissions de télévision, inspirant des générations de jeunes à s'efforcer constamment de surmonter les défis et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Avec son héritage durable, Bruce Lee prouve qu'une icône culturelle ne disparaît jamais, mais qu'elle continuera toujours à grandir et à inspirer les générations à venir. Bruce Lee a laissé un héritage profond dans de nombreux domaines, des arts martiaux au cinéma en passant par la culture. Comment pensez-vous que sa philosophie être de l'eau peut s'appliquer à la vie moderne? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.